bonjour à tous. Al-Aslama, marhaba bikoum, welcome, bienvenue sur la 8e édition de Rieda, Entreprendre pour tous, tel est le slogan que vous découvrez chaque jour à travers des conférences, des e-conférences, à travers une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat. Et j'espère que pour tous nos internautes, tous ceux qui nous écoutent, elle est utile, elle vous permet de vous connecter avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et à l'international. Et je suis très heureux aujourd'hui d'animer ce panel sur, avec nos confrères, j'ai envie de dire nos frères africains qui sont ici en Tunisie depuis déjà de nombreuses années pour certains, qui sont venus étudier et qui ont eu cette initiative entrepreneuriale. Voilà, donc on a des jeunes startups avec nous. Je suis très heureux d'annoncer que TPM fait un effort considérable pour mobiliser tous les acteurs et l'entrepreneuriat est certainement l'issue majeure pour développer l'économie tunisienne en ces temps de crise, ne pas baisser les bras. Et je ne remercierai jamais assez l'organisation. Et bien sûr, cet événement est sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Merci au gouvernement tunisien aussi de soutenir l'entrepreneuriat en Tunisie. Alors, pour commencer, je vais vous présenter nos trois intervenants, nos trois speakers, nos trois jeunes pousses, nos trois jeunes entrepreneurs, qui sont Gadus Nyonzima du Burundi, s'il vous plaît. Voilà, c'est peut-être le premier entrepreneur du Burundi que je rencontre et ça fait plaisir. Bonjour Gadus. Bonjour. Et nous avons avec nous Jean-Philippe Kokora, donc de la Côte d'Ivoire, qui est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Et Asser Julien Noga du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Alors en tout cas, d'après nos échanges que nous avons eus, la première chose que j'ai remarqué et que je constate, c'est que souvent les gens oublient que dans cette période de pandémie où il est difficile de circuler, beaucoup n'ont pas pu voir leur famille. Et être seul dans un pays, c'est pas quelque chose de simple et de facile. Je sais que Gadus, ça fait pratiquement, je ne sais pas combien d'années, tu n'es pas rentré au pays. Ça fait pratiquement plus de 6 ans que je ne suis pas encore rentré dans mon pays d'origine. 6 ans, c'est énorme. Asser Julien? Ça fait 4 ans et demi que je suis là, donc ça fait long. Pas aussi long que Gadus, mais ça fait long. Et Jean-Philippe? De mon côté, ça fait 3 ans. 3 ans. Et il est jeune, le mec. Et franchement, je vous dis bravo parce que vivre cette période étudiantine et entrepreneuriale loin de ses proches, c'est pas quelque chose de simple. C'est une force à développer, une force intérieure à développer pour surmonter ça et trouver du soutien parce que souvent la famille est le premier soutien justement dans le parcours d'un entrepreneur. Et en tout cas, je tiens à dire aux internautes voilà, il faut vraiment prendre conscience de cela. Ce n'est pas facile pour un entrepreneur, surtout quand il est loin de sa famille. Alors, pour commencer, moi, je vous propose, pour que les gens vous découvrent, de vous présenter, votre projet. Déjà, parlons un peu pour Gadus Ndiolma de Wote. Qu'est-ce que Wote aujourd'hui? Bon, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Mon nom, c'est Gadis Nyonzima, je suis de nationalité burundaise. Je suis étudiant en génie électrique et je suis le fondateur de OT qui est une start-up de fabrication de drones qui seront utilisés pour les raisons médicales. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce son est clair, projet? Mais moi, je n'ai pas bien compris. Ah, alors, si tu peux reprendre pour notre ami Jean-Philippe. Gadus? J'ai dit que je suis le fondateur du projet OT qui consiste à la fabrication des drones qui seront utilisés pour la livraison médicale aux hôpitaux qui sont isolés, difficiles à atteindre par véhicule. Très bien. Alors, je vais faire d'abord un tour. Chacun va se présenter. Jean-Philippe, peux-tu te présenter auprès de nos internautes? Alors, moi, c'est Jean-Philippe Kokora, CEO de Amonac, ivoirien, entrepreneur ivoirien, ici en Tunisie. Alors, le projet
sur lequel nous travaillons. Il s'adresse à un problème qui est aujourd'hui un problème de cœur, et c'est l'incapacité des entreprises à s'internationaliser, à digitaliser leurs solutions. Alors, notre solution, c'est un réseau social, e-commerce, donc qui vient joindre ces deux concepts-là. Et on aura, je pense, l'opportunité d'en savoir plus, d'en dire plus avec le temps. Donc, pour ne pas être long, je vais céder la parole et laisser les autres intervenir. Merci. Je donne la parole à Jean-Philippe Kokora. Jean-Philippe, Acer Julien Noga, pardon. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Azer Julien Ogra. Je suis camerounais. C'est là en Tunisie, comme on l'a dit plus haut, depuis presque 5 ans déjà. Je suis porteur du projet Coolart. Nous voulons nous présenter ou nous implanter comme une structure de création de jeux vidéo, création de bandes dessinées, de création de contenu graphique. Actuellement, nous travaillons sur un jeu vidéo et une bande dessinée qui sortira certainement d'ici là. On aura l'occasion effectivement de développer tout à l'heure. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une première question. Vous êtes en Tunisie, vous avez étudié en Tunisie. Comment vous êtes engagé dans le milieu entrepreneurial? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bah, moi, avant d'arriver déjà en Tunisie, je viens avec cette volonté-là de faire quelque chose. Parce que il y a deux choses, en fait, par rapport au domaine que j'attaque, le jeu vidéo. La première, c'est que dans ce gros domaine-là qui génère beaucoup d'argent, il n'y a pas de réelle industrie en Afrique, et encore moins en Afrique subsaharienne. Donc, il y a cette motivation-là. La seconde, c'est qu'il n'y a pas assez de représentation subsaharienne ou africaine même dans le domaine du jeu vidéo. Donc, il faut redresser les choses et redresser l'histoire. Ça fait que forcément, on se dit il faut faire quelque chose et on entreprend dans le domaine. Est-ce que tu avais déjà des affinités avec le jeu vidéo? Tu jouais déjà aux jeux vidéo? C'est ce qui t'a amené à imaginer ce projet? Oui, depuis tout petit. Il y a combien à peu près de gamers? Est-ce qu'il y a une communauté de gamers en Tunisie que tu côtoies? Oui, en Tunisie, il y a une superbe communauté. Je crois qu'en Afrique, elle fait partie des 5 grosses communautés de jeux vidéo. Alors, effectivement, il me semble que j'étais allé justement au centre culturel qui est situé en plein centre de Tunis, et il y a apparemment un espace dédié aux gamers, si je ne me trompe pas. Effectivement, effectivement, parce que l'industrie a quand même le vent en poupe ici. Ça commence à devenir intéressant. Et est-ce que c'est ce qui t'a motivé à venir en Tunisie ou ça s'est fait naturellement? Non, la Tunisie s'est faite vraiment naturellement dans le sens de la découverte, dans le sens de, il y a toute une culture. L'Afrique déjà porte son nom vient d'ici. Donc il fallait venir découvrir c'est quoi vraiment la Tunisie, c'est quoi l'histoire derrière. C'est ce qui motive à venir là en fait. Alors, le nom Afrique vient de la Tunisie, et Oui, oui, c'est une Fripia, info historique. Carthage. Effectivement, je confirme pour ceux qui ne le savent pas. Alors, Jean-Philippe, parle-nous Oui, aussi de ce qui t'a motivé justement à te lancer dans l'entrepreneuriat. ok, merci. Alors, de base, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez autonome. Et j'étais assez passionné par tout ce qui était de l'entrepreneuriat, les idées et tout ça. Mais je suis réellement rentré dans l'entrepreneuriat lorsque j'ai fait face à un problème. Et ce problème que aujourd'hui, c'est exactement ce problème auquel nous répondons aujourd'hui. Donc, c'est lorsque j'ai figuré à constater ce problème que je me suis réellement lancé de manière professionnelle dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais de base, je suis quelqu'un d'assez autonome et voilà, libre. Est-ce que la Tunisie a été un terrain propice à ce développement du projet? Est-ce que ça t'a encouragé aussi à entreprendre quand tu as vu un peu l'écosystème, l'environnement de cet écosystème entrepreneurial? Je dirais même que un autre pays que la Tunisie n'aurait pas permis ce que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est en étant en Tunisie que les choses ont eu à mieux se prononcer, les choses ont eu à mieux se dessiner. Lorsque j'étais en Tunisie, j'ai eu à apprendre beaucoup plus et même ma formation estudiantine, je l'ai faite en Tunisie. Donc, il faut dire que je dois beaucoup à la Tunisie et la Tunisie n'y est pas pour rien. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est grâce à la Tunisie. Ça a été un écosystème très favorable. Alors, cela fait plaisir à entendre de ta part, Jean-Philippe. En tout cas, c'est l'occasion de cette grande messe de l'entrepreneuriat avec Rieda
Je me tourne vers toi, Gadus Nzondima. Comment tu as eu cette fibre entrepreneuriale? Qu'est-ce qui t'a motivé, toi qui viens quand même de très loin, du Burundi? Euh, Est-ce que ça a été quelque chose de naturel? Est-ce que ça s'est fait d'un déclic? Bon, à la base, moi, je suis une personne qui est très passionnée par les nouvelles technologies et particulièrement le domaine de la route. Donc, et aussi, le côté entrepreneurial en Tunisie m'a facilité de pouvoir avancer dans cette thématique, de pouvoir entreprendre en étant au banc de l'école. Donc, j'ai décidé de me lancer en étant en cours ici en Tunisie. C'est que je vais d'abord quitter la Tunisie et lancer mon entreprise. Mais aussi, je dirais, la facilité de trouver des formations dans le domaine des drones ici en Tunisie m'a permis de me lancer dans cet univers d'entrepreneuriat, dans le domaine des drones ici en Tunisie. Alors, effectivement, on a pu le voir, il y a beaucoup, il y a des projets, effectivement, autour des drones, et pas des moindres, des projets qui quand même levé des millions de dinars, de dollars dans le monde, qui sont issus de la Tunisie. Je pense que pour les internautes, les participants qui nous suivent, vous allez certainement les croiser, notamment sur les plateformes de B2B, et ce sera une opportunité aussi pour toi, justement, Gadus, de les rencontrer. Alors, j'ai une question pour vous, mes amis. Quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés là, durant votre jeune carrière entrepreneuriale? Parce que si je comprends bien, vous avez lancé ce projet durant la période de Covid. Est-ce que ça a été un frein ou ça a été une opportunité pour vous d'accélérer votre projet? Je vais répondre. Déjà, il faut souligner que pour moi, et pour les autres, je crois aussi, non, on commence avant le Covid. On a lancé nos projets avant le Covid et c'est pendant le Covid, effectivement, qu'on rencontre les plus gros problèmes. Avant le Covid, on était dans la période d'installation, la phase de démarrage, la phase de compréhension de notre projet. Et quand on pensait effectivement décoller, la situation que subit la planète entière actuellement est arrivée. Ça a été très difficile dans la mesure où la plupart, je crois nous tous, moi en tout cas, nous fonctionnons par des business angels, par des fonds propres. Donc, l'obligation de rester à la maison limite des fonds qu'on peut réinjecter dans nos projets. Après, c'était aussi une période bénéfique dans la mesure où on a plus de temps à consacrer à notre projet. Bon, en gros, c'est partagé, c'est 50-50. D'un côté, oui, c'était une bonne chose et de l'autre, pas vraiment. Jean-Philippe, ton avis sur le sujet? Pour ma part, en ce qui me concerne, le Covid, bon, disons, tout ce qui a eu à se passer ces derniers temps-là a été pour moi quelque chose d'assez bénéfique. Et il faut dire que lorsque on fait un pas dans l'entrepreneuriat, il faut savoir utiliser les moments de crise, les moments difficiles pour en faire des opportunités. Et exactement comme ce que Nora a dit tout à l'heure, nous travaillions bien avant la crise, donc nous avions lancé nos projets bien avant la crise et on a même participé au même programme d'incubation avec Oufania. Donc, lorsque la crise est venue, ça nous a permis de pouvoir encore mieux travailler, mieux recadrer les choses, être beaucoup plus focus. Nous, à Monac, en ce qui nous concerne, on a eu à bénéficier du label Startup Pact grâce au travail qu'on a eu effectué. Donc, pendant ce temps-là, on a eu à terminer notre développement, donc notre produit il est prêt. Donc, je dirais que on a utilisé ces moments de crise-là pour en faire des opportunités. Et il y a eu des défis, ça n'a pas été facile. Il y a eu des défis, il y a eu des challenges qu'on a eu à relever certainement et qu'on continue de toujours relever parce que nous sommes toujours dans cette période de Covid-là. Mais pour ajouter quelque chose, si je me permets, avant que Gadus n'intervienne, notre projet, en fait, il s'adresse à un problème. Et ce problème, en fait, a été aggravé avec la crise de Covid. Donc, pour nous, c'est le moment opportun de pouvoir lancer ce produit, de pouvoir lancer cette plateforme, de pouvoir lancer cette solution-là. Donc, c'est un peu ça le concept dans lequel nous nous trouvons actuellement.
On ne vous entend pas très bien. Gadus, est-ce que tu peux répondre également à la question? Bon, moi, je dirais que ça a été une période très, très bénéfique. Parce que le domaine, c'est un domaine qui demande de faire beaucoup de recherches, beaucoup plus de tests. Donc, nous avons eu le temps de pouvoir mieux nous focaliser sur le projet, ce qui nous a permis de perfectionner notre premier prototype qui est déjà fonctionnel pendant cette période de crise. Donc, je dirais que on a pu avancer très bien pendant la période de crise. Alors, mes amis, on a observé en Tunisie un engouement très fort pour l'entrepreneuriat, les programmes, les concours qui se multiplient. Et on voit des startups émerger un peu partout, effectivement, dans différents sujets. Quel regard portez-vous sur ce phénomène? Enthousiaste, sceptique ou méfiant? J'aimerais bien commencer à répondre à cette question-là. Vas-y, Jean-Philippe. Il y a une étude qui a été publiée récemment, donc une étude qui s'est faite sur le continent africain. Et sur 20 places, la Tunisie était au niveau de la 17e place en ce qui concerne les levées de fonds pour les startups. Pourquoi? Parce que déjà la Tunisie est, disons, un pays avec un faible taux de population. La population n'est pas assez grande, mais les startups en Tunisie sont, le nombre des startups en Tunisie est en train de monter de manière réellement croissante. Et ça se multiplie de jour en jour. Alors pour moi, qui ai ce contact avec certaines startups, je me dis que c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais il y a un gros challenge qui se pose. Il y a un gros dilemme qui se pose, c'est que ces solutions, ces startups-là ont impérativement besoin de s'internationaliser si elles veulent réellement faire valoir leurs solutions, si elles veulent réellement faire valoir leurs produits. Et c'est dans ce sens-là que nous nous plaçons comme tremplin pour permettre à ces startups de pouvoir généraliser, pour ne pas dire internationaliser, digitaliser leurs solutions. Julien? Moi, je suis partagé, hein, parce que entre ce qu'on voit et ce qu'on vit, c'est parfois deux choses. On a l'impression avec effectivement l'entrepreneuriat qui a le vent en poupe actuellement que c'est facile, de lever des fonds, c'est facile de créer un produit, c'est facile de se mettre sur le marché et c'est facile d'être le premier en tête de liste. C'est l'impression que ça donne. Et les jeunes qui nous approchent, les plus jeunes, ou ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat qui nous approchent, nous disent, mais vous perdez du temps, qu'est-ce que vous croyez, pendant que d'autres évoluent, vous n'évoluez pas. Alors qu'en réalité, c'est un travail de toutes les minutes, de toutes les secondes, être entrepreneur. C'est chaud tout le temps. Il y a beaucoup de travail. Donc, c'est une bonne chose parce que ça vient nous challenger, ça vient nous montrer qu'effectivement, il faut bosser encore plus pour arriver au plateau où on se présente, où on dit finalement, on a un produit, on est sur le marché. Mais après, on a l'impression qu'il y a beaucoup entre parenthèses, de trolls sur le marché et ça peut décourager, surtout quand tu vois des gens qui réussissent à lever des fonds et qui disparaissent finalement avec ces fonds-là. Donc, on reste mitigé un peu. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste ajouter quelques mots. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus encourageant. Quand il y a beaucoup de startups, il y a aussi la compétition. Donc, ça nous pousse à travailler beaucoup plus. Donc, c'est une très, très bonne chose que ça se passe comme ça. Donc, encore qu'il y ait beaucoup plus, là, on va voir ceux qui vont arriver à se maintenir. Est-ce que, moi j'ai une question aussi, c'est, on voit beaucoup de startups naître, qui sont nées d'ailleurs durant cette période de crise pandémique, mais il y a aussi un grand nombre qui meurent, qui disparaissent. Donc la vallée de la mort dont on parle souvent à la Silicon Valley. Quelles sont d'après vous les causes de cet échec? Comment expliquez-vous cela? Et est-ce que vous avez peur, vous aussi, d'échouer? Qui répond à la question? Soyez réactif, le premier peut répondre. Ok, bon. Je réponds. Je vais me t'en prie. lancer, je vais répondre. Vas-y, Philippe. Alors, je vais commencer par dire qu'il n'y a pas de mauvais projet.
Il n'y a pas de mauvaises idées. Et dans le fond, le travail à faire, c'est au niveau de comment bien recadrer, comment bien structurer l'idée. Et généralement, des startups ont cette possibilité-là de côtoyer des personnes ou encore des institutions pour leur permettre de pouvoir mieux organiser leurs idées. Donc, sur ce domaine-là, on n'a pas trop de problèmes à se faire. Mais, comme je l'avais dit tantôt, un projet, il s'adresse à un marché. Et quand le marché, il est, disons, éloigné, quand le marché, il n'est pas accessible, quand le marché, il n'est pas facile d'accès, les choses commencent à devenir compliquées. Un projet peut vivre, peut s'en sortir sans forcément avoir de grands moyens de financement. C'est pas le côté de lever des fonds qui est généralement trop crucial. C'est vrai, c'est un problème. Mais un projet bien conçu, il peut se lancer de lui-même. Donc, ce que moi, je vois en ce qui concerne cet aspect-là, c'est que il n'y a pas de grande peur à se faire. Il n'y a pas de grande peur à se faire, mais il ne faut pas avoir peur d'échouer également. La chose, c'est de pouvoir savoir à qui est-ce que je m'adresse, comment je fais pour minimiser le coût, comment j'organise ma stratégie. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Donc, il n'y a pas de crainte à se faire. C'est vrai qu'un projet, il faut toujours l'améliorer. Il y a toujours une crainte quelque part, mais ce n'est pas de la peur d'échouer en tant que tel. Voilà. Très bien. Julien, tu voulais réagir aussi, je crois. En fait, je vais juste rajouter de l'eau à son vin, juste un peu, en disant qu'effectivement, cette période donne envie de, comme Gadius le disait plus haut, de se challenger encore plus fort. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'un abandon parce que dans cette période, contrairement à ce que Philippe dit, nous, on a traversé la période de lancement. On n'a pas besoin de réel financement. La période d'implantation nécessite des financements parce que moi, par exemple, je suis dans le jeu vidéo, il faut du matériel et du matériel de qualité. Nous, on travaille avec, pour la plupart des membres de mon équipe, on travaille avec notre matériel étudiant. C'est vrai qu'actuellement, on achète un peu de matériel, mais ça reste très difficile pour finalement se mettre sur le marché, au devant du marché et se vendre convenablement. Il faut du matériel. Parfois, il faut recruter du monde. Parfois, il faut chercher quelqu'un qui va venir faire une prestation de service parce qu'on n'a pas toujours toutes les compétences sous la main. Donc, la période de Covid qui vient limiter les déplacements, qui vient limiter la distribution des fonds, qui vient limiter effectivement l'évolution de l'économie, crée des problèmes. On n'a pas vraiment peur de l'échec, mais on a peur du temps qu'on perd, en fait. On craint le temps qu'on perd, qu'on aurait pu gagner à faire, à mieux grandir nos idées, nos projets. Tout à fait. Gadius. Moi, ce que je veux ajouter, c'est que je dirais que nous, on n'a pas peur, en tout cas. On n'a pas peur parce que nous, on ne vise pas l'échec, on vise le succès. Donc, dans notre tête, on s'est mis dans la tête qu'on va réussir à tout prix. C'est vrai que la réalité sur le marché est différente, mais tant que le marché existe, comme Philippe l'a dit, un projet va persister à tout prix. Donc, tant que le marché existe, le projet va persister. Alors, moi, j'ai une question aussi pour vous, chers confrères. Le rôle de l'État. Quel est son rôle? Quel rôle doit-il jouer? Ou quel serait son rôle selon vous? Pour vous soutenir dans vos projets. Moi, je dirais que l'État doit encourager les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs jeunes, vu que la plupart d'entre nous, on commence avec les moyens de bord, le love money, comme on dit souvent, et après essayer d'insérer des fonds d'amorçage, essayer de soutenir des projets. C'est ça que je dirais pour essayer de soutenir les projets qui viennent de naître. Mais si j'ai vu en Tunisie, il y a l'écosystème entrepreneurial qui permet d'encourager les projets comme le Business Cartage Angel et tant d'autres projets qui sont là pour soutenir les projets par l'investissement. Donc l'État doit avoir quand même une main doit soutenir les projets qui sont en train de naître. Julien, tu voulais réagir aussi? Oui. Déjà, il faut souligner quelque chose. Et là, je crois que je parle au nom de tous les subsahariens et de tous les étrangers, certainement en Tunisie. C'est que, effectivement, l'État a un gros rôle à jouer.
déjà, il faudrait que la situation sociale soit clarifiée, la situation juridique même soit clarifiée. Aujourd'hui encore, on lutte tous les jours pour la question des papiers, de notre légalisation. C'est assez compliqué. Déjà, en tant qu'étudiant, je ne vous en parle même pas en tant qu'entrepreneur, c'est un long chemin pour être juridiquement reconnu. Donc, l'État devrait effectivement jeter un regard là-dessus parce que finalement, nous, en tant qu'entrepreneurs étrangers en Tunisie, nous créons le pont avec la Tunisie et nos propres pays, forcément l'étranger. Parce que quand nos projets tournent, on fait rentrer des fonds. Quand nos projets grandissent, on fait rentrer des fonds. Et les fonds, on les redistribue soit chez nous, mais principalement en Tunisie où on vit. Parce qu'on achète du matériel localement, on loue des locaux localement, on prend de la main-d'œuvre locale. Bon, l'État devrait finalement s'intéresser à ce qu'on fait et soutenir, nous pousser au mieux et même faciliter notre développement. Jean-Philippe. Merci. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais je vais commencer par dire que dans l'entrepreneuriat, l'État, c'est un bonus. Oui, l'État, c'est un bonus. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans un premier temps, compter sur l'État de manière directe. Voilà. Mais à côté de ça, je peux dire que la Tunisie a un État qui s'intéresse jusque-là plus ou moins à l'entrepreneuriat. Il y a comme Gadius l'a dit, il y a des structures pour permettre d'accompagner. Il y a des structures pour permettre de vous lancer, pour vous aider. Il y en a. Il y en a. Peut-être la chose à mon sens, il faut un peu recadrer, retoucher pour améliorer, c'est comme Julien a dit, au niveau de l'officialisation des choses. Nous sommes déjà créés, nous avons créé notre entreprise, mais ça n'a pas été chose assez aisée, ça n'a pas été chose facile. Donc, au niveau de tout ce qui est administration, juridiction, l'État doit essayer de faciliter les choses pour que ça soit encourageant. Et là, par exemple, il y a quelque chose que j'ai entendu dès l'instant où dès les premiers jours où j'ai mis les pieds en Tunisie, c'est qu'un subsaharien ne peut pas créer une entreprise en Tunisie. J'ai dit, mais pourquoi? C'est pas, il n'y a pas de logique. Et c'est quelque chose que la plupart des subsahariens se mettent en tête. C'est quelque chose que les personnes ont gardé et qui empêche certains projets de prendre naissance. C'est un projet viable, c'est un projet impactant de prendre naissance en Tunisie. Alors je me dis que si l'État permet aux entreprises aux subsahariens de pouvoir facilement créer une entreprise, ça permettra beaucoup, non seulement aux caisses de l'État, mais aussi ça profitera à la population et ça va faire un pont, exactement comme Noura l'a dit, entre nos pays subsahariens et la Tunisie. Le bonus devient finalement joker, en fait. C'est ça. Gadius, vous voulez répondre aussi sur la question? Allô? Je pense que Gadius, lui, il a un sérieux problème de connexion. Là. Alors, écoutez, c'est pas grave. Moi, je vais sous un autre volet. Est-ce qu'on peut véritablement parler de solidarité entre les entrepreneurs? On sait qu'il y a de la concurrence. On est dans un milieu concurrentiel. Chacun un peu travaille pour sa paroisse entre guillemets. Et est-ce que vous sentez qu'il y a de la solidarité dans ce milieu entrepreneurial entre vous, dans le cadre de vos projets? Comment cela se passe pour vous? Le premier. Je vais répondre. D'accord. Sans collaboration, c'est difficile pour une entreprise de pouvoir s'élargir. Donc, je pense que les entreprises, les startups, les subsahariens, les Tunisiens, ce sont des choses qui devraient se faire de manière assez simple, les collaborations entre entreprises. Voilà. En réalité, ce qui compte, c'est ce que tu m'apportes, ce que je t'apporte, des collaborations gagnant-gagnant. Voilà, donc moi, je pense que c'est ce qui est le plus important, en fait. Ce que je peux ajouter, Gadius, vas-y.
Ce que je peux ajouter, c'est que, comme Philippe a dit, c'est que la collaboration est primordiale. Nous avons compris ça depuis longtemps, donc nous nous sommes associés avec d'autres entreprises avec qui on a créé des partenariats techniques, bien sûr pour la création de nos produits, mais aussi des partenariats entrepreneuriaux pour nous faciliter, pour nous faire avancer plus rapidement. Donc, comme on dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et Julien, je crois que tu voulais parler sur ce sujet aussi. Oui, je valide fort ce que les confrères ont dit plus haut. Seulement, il faut noter que avec la période de Covid qu'on traverse, c'est difficile. La collaboration n'est pas aisée. C'est vrai que nous tous, on se bat à créer des partenariats techniques, comme Gadius le disait plus haut. Mais après, c'est pas évident parce que, par exemple, des gens, d'autres startups, d'autres entrepreneurs ont souvent des solutions plus tard pour eux, finalement. Surtout en cette période. Les gens ne passent pas beaucoup l'information. Parce que soit tu vas te faire voler ton projet, en fait, ils se disent qu'ils vont se faire voler leur projet, ils se disent que les possibilités de financement qu'ils ont vont leur glisser sur le pied et aller à la personne à qui ils vont donner l'information. Oui. Donc, la collaboration n'est pas vraiment aisée. On n'est pas au profit par les temps qui courent. Et permettez-moi de rebondir sur ce qu'il vient de dire. Bon, ça, c'est une information que je partage avec vous. Il y a la Connect. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un réseau d'entreprises qui permet une bonne collaboration gagnant-gagnant entre les entreprises, que ce soit nationales et même internationales. Donc, il permet de pouvoir s'élargir, de pouvoir, si vous voulez atteindre un marché, il vous aide à savoir comment vous mettre en relation avec des personnes adaptées ou des personnes qui sont déjà sur ce marché, des personnes qui sont déjà dans un pays. C'est un réseau d'entreprises assez vaste et c'est quelque chose qu'on peut lorsqu'on s'y intéresse, en entier avantage. Il y a la Connect, il y a l'ONE, il y en a des organisations pour rassembler les entrepreneurs et les entreprises. Pouce bleu pour l'information, Philippe. Le partage, c'est déjà de la solidarité. Effectivement. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Je vais finir avec une dernière question. Essayez d'être court. Et puis, parce qu'on est sur des formats de conférences qui sont assez courts. Et merci encore aux internautes de nous suivre, aux participants de cette 8e édition virtuelle de RIEDA, Entreprendre pour tous, de nous suivre. La question que je vous pose, mes chers confrères, c'est quels sont vos espoirs et vos aspirations pour l'Afrique et comment vous voyez dans, on va dire, 10 ans? Julien, vas-y, t'es lancé. Bon, comment on se voit dans 10 ans? Forcément, moi, avant, ma vision, c'est avant les 10 ans. 10 ans, c'est long. Dans 10 ans, je crois que ce sera autre chose. Je crois que la nature le voulant, ce sera beaucoup plus grand que ça ne l'est aujourd'hui. Ça reste difficile. Déjà, il faut savoir que moi, je porte plusieurs casquettes. Je suis écrivain, je suis artiste 3D pour le jeu vidéo, je suis entrepreneur. Donc, la vision est grande. L'Afrique, je la vois très grande, surtout avec la jeunesse qu'on a. On a des bras encore forts. Donc, les choses vont aller bon train. Et beaucoup là, particulièrement, d'ici les années qui arrivent, je nous vois pas parmi les pionniers, mais parmi les grandes figures du jeu vidéo sur le continent. On y travaille d'ailleurs. Merci. Jean-Philippe? Répondre à votre question me poussera à vous donner une stratégie de croissance de notre entreprise, une stratégie de croissance de notre produit. Je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin-là, mais je vais parler de manière générale en disant que notre objectif à nous, c'est de créer le marché digital, pour ne pas dire le plus grand marché digital, qui va permettre de pouvoir rassembler ces différents marchés commerciaux qui aujourd'hui sont plus ou moins éloignés. Donc, c'est quoi? Rassembler le marché tunisien, le connecter au marché ivoirien, prendre le marché togolais, le connecter au marché français, créer cette synergie des différents marchés. Parce que je pense que celui qui arrivera à connecter, à mettre en un seul morceau les différents marchés commerciaux mondiaux, c'est cette personne-là qui aura gagné l'e-commerce de demain. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Et c'est ce qu'on compte faire, c'est ce qu'on va faire.
Merci. Alors, Gadus, à toi la parole. Moi, je vais être plus bref. Bon, dans 10 ans, je crois que 10 ans, c'est beaucoup, mais dans 10 ans, on se voit déjà dans 4 pays avec nos prévisions, avec les accords, avec les négociations que nous sommes en train de faire. Et dans 10 ans, déjà, on se voit dans 4 pays. Et avec les différentes stratégies, les différents réseaux, le pays aussi dans lequel nous sommes ici en Tunisie, je sais qu'on va arriver. Restons forts, restons concentrés, on va y arriver. Alors, mes amis, merci beaucoup. J'invite vraiment tous les participants de Rieda à prendre contact avec ces jeunes startups, nos confrères du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, qui peut-être vous ouvriront aussi des portes dans leur marché, parce que j'imagine bien, comme après cette vision que vous avez partagée avec nous, l'Afrique, c'est ensemble qu'on l'a construit, et c'est grâce aussi à des rendez-vous comme Rieda qui vous permettront de vous connecter avec ces pays frères, et l'avenir se construit maintenant grâce au digital. Alors merci à vous encore une fois. Je vous fais un pouce bleu à tous, un pouce bleu pour vous les amis, et plein de succès dans la suite. J'espère vous revoir très vite physiquement aussi à Tunis, et peut-être aussi vous voir vos structures voilà, s'ouvrir et grandir peut-être dans vos pays respectifs. Très bonne journée à vous. Merci TPM. À bientôt. Merci à toi. Merci. Bonne journée à vous. Portez-vous bien. L'Afrique, c'est le futur.